Bonjour, bienvenue dans cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Jochem aujourd'hui. Jacques Jochem, vous avez une longue expérience de consultant. Vous avez été notamment responsable de Bossard, qui était une grande entreprise de consulting. Vous êtes aujourd'hui l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Mix Organisation. On dirait, pour le résumer, que vous semblez dire qu'il y a une nouvelle valeur ajoutée dans les fonctionnements des entreprises, qu'on observe des choses tout à fait nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, je fais un métier qui a ceci de sympathique, c'est qu'il le permet de le mettre en position d'observateur d'énormément d'entreprises. Des grandes, des petites, différents endroits, différents métiers. Et quand on est curieux, comme moi, du fonctionnement de ces bêtes-là, c'est-à-dire qui sont après tout les endroits où nous passons une grande partie, beaucoup d'entre nous passons une grande partie de notre existence, c'est très intéressant de regarder comment elles évoluent. Alors pendant un bon moment, cette évolution, on avait l'impression qu'elle était un peu ralentie. Et j'ai l'impression, et je ne suis pas le seul, que depuis, mettons, une dizaine d'années, on assiste à un phénomène nouveau, qui est, alors je ne dirais pas l'émergence, parce qu'il a toujours existé, mais un foisonnement d'expériences, de pionniers qui ont créé des entreprises et les ont développées, souvent avec succès, avec des bonnes performances, mais basés sur des modèles de fonctionnement différents de ce que nous connaissons en moyenne dans nos entreprises. Ce sont des fonctionnements qui ont, si je peux résumer en quelques mots, qui essaient de combiner et qui réussissent deux choses. La performance de l'organisation, c'est pour ça qu'elle est faite. Elle est faite pour produire des choses et le plus efficacement possible ensemble. Donc la performance de l'organisation. Et en même temps, le bien-être, l'épanouissement, la satisfaction, la réalisation du potentiel de ceux qui habitent dans ces entreprises. Et c'est la conjonction de ces deux qui fait que ces expériences sont originales. Et c'est au fond ce que recherchent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et notamment des grandes, qui ont certaines à défrayer la chronique, parce qu'elles ont eu on y a constaté un certain nombre de dérives qui sont aux antipodes du modèle que je viens d'évoquer. Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur ces phénomènes émergents ? Oui, il y en a un certain nombre en France, chez nous, et tout à fait remarquable. Pendant de nombreuses années, ça tournait inlassablement autour de 4 ou 5 champions mondiaux que les consultants et beaucoup d'entreprises connaissaient bien, et qui étaient un peu des exceptions étranges, dirigées par des dirigeants tout à fait atypiques, familiaux, et qui avaient réalisé des sortes de vitrines que le monde entier d'ailleurs venait voir, que les universitaires venaient voir, etc., admiratifs devant ce qu'ils avaient fait. Alors je en cite quelques-uns proches de chez nous. Favi, à Elancourt dans la Somme, qui est une fonderie de laiton, qui travaille pour l'automobile, 400 personnes. Il y a un autre groupe français qui s'appelle le groupe Hervé Thermique, qui fait dans le service en matière de chauffage et un certain nombre d'autres métiers connexes, et qui, lui, sur le même modèle de fonctionnement, a réussi à monter à un effectif de l'ordre de 2000 personnes. Il y a Semco, Brésil, très connu aussi, qui est aussi une entreprise industrielle de quelques centaines de personnes. Il y a plus proche de nous Zappos, qui est un distributeur de chaussures sur le net qui vient d'être acheté par Amazon. Il y en a comme ça, on pourrait en citer comme ça une trentaine, une quarantaine dans le monde. La plus grosse, une des plus grosses, étant Gore-Tex, que vous connaissez, qui est les vêtements techniques sportifs. Alors ces entreprises ont toutes... finalement, elles sont différentes bien sûr, mais quand on regarde de près, on y retrouve en gros les mêmes principes de fonctionnement, et qui sont pour la plupart d'entre eux, prennent la plupart d'entre eux le contre-pied
de ce dont nous avons l'habitude dans nos entreprises qui restent encore fondamentalement sur le modèle taylorien. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus précisément dans ces principes et puis nous dire aussi quel est le rôle de la direction dans ces affaires-là? Parce qu'on a vu des entreprises changer et le changement s'arrêter un jour ou l'autre. Alors, ces principes-là. Oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut rajouter durable dans ce que je dis. Ce n'est pas juste faire un modèle de fonctionnement le temps d'un été ou d'une opération. Il faut que ça tienne dans la durée. Et ça tienne à travers des successions, ça tienne à travers des crises, etc. Donc il y a une résilience dans ces modèles. Le mieux, pour parler des principes, c'est que je vous fasse part du petit essai de définition auquel je me suis livré dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, et qui est la suivante. Alors, ce mode de fonctionnement, d'abord, je l'ai appelé holistique. Alors, oubliez le mot savant, et regardons de quoi il s'agit. C'est un mode de fonctionnement dans lequel on fait confiance aux individus, aux équipes, pour traiter collectivement, deuxième mot-clé, ce n'est pas l'individu qui est important, c'est la collectivité, la complexité interne et externe. Externe, c'est l'environnement, les clients, etc. Interne, c'est notre production, notre commercialisation, etc. Alors, pour pouvoir réaliser ça, il faut que l'organisation donne à chacun l'autonomie nécessaire pour faire ce qu'il a à faire et avec son complément indispensable, la responsabilité. Qu'il soit autonome et responsable et qu'il ait donc la capacité de prendre l'initiative et de coopérer avec les autres. Donc vous voyez, c'est les mots-clés de confiance, de collectif, d'autonomie, de responsabilité, d'initiative et de coopération qui font l'ossature ou les principes de base de ce modèle qui réconcilie performance et développement personnel. On serait tenté de vous dire, n'est-ce pas là les principes même de l'entreprise depuis des Il devrait, dizaines. ça devrait. Ça devrait, raison, et ça devrait. Ne l'est pas, ça le redevient. Je dirais tous ceux qui vivent dans les entreprises, qui ont vécu, même au fait des séjours rapides, savent que la confiance, c'est pas ce qui est le plus communément partagé dans ces entreprises. C'est plutôt le contrôle, c'est plutôt la méfiance qui est la règle. Le collectif, il n'y en a pas tant que ça. Chacun travaille un peu pour soi et n'est pas vraiment là pour faire avancer forcément l'ensemble du groupe dans lequel il est. L'autonomie, alors certains en ont à des niveaux de responsabilité élevés, d'autres en ont très très peu. Et ils travaillent sur les directives qu'on leur donne. Et l'initiative, il y en a aussi très peu. Or, c'est aujourd'hui un peu ce qu'on cherche. Y compris au niveau les plus bas, entre guillemets, des opérationnels de l'entreprise. Oui, parce que je crois que chacun à son niveau, confronté à son environnement immédiat, est le mieux placé finalement pour réagir dans des bonnes conditions, de la bonne façon, aux stimulations qu'il a, dans le cadre de ce dont il est chargé, mais dans le cadre, c'est-à-dire pas strictement ce qu'on lui demande. Alors, ce que vous dites aussi, pour aller un peu plus au fond, c'est que dans ces entreprises, on a l'impression, d'une part, que ce sont des entreprises dans lesquelles le patron est le propriétaire, et dans lesquelles c'est le patron, le dirigeant, qui a porté ces évolutions, et sans lui, ces choses-là ne seraient pas faites. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de faire reposer un fonctionnement collectif sur l'initiative d'un individu, finalement? Non, c'est sûr, vous mettez le doigt sur la question qu'il faut se poser si on veut que d'autres entreprises profitent de ces expériences et en fassent eux aussi leur ordinaire. C'est vrai que dans la quasi-totalité des cas, ça a toujours été un dirigeant qui, au départ, donc c'est installé d'origine, c'est dans l'ADN de l'entreprise, ce mode de fonctionnement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé à un moment donné d'installer. Et ça dépend très directement de ce que le dirigeant lui-même a dans la tête et a envie de faire. Il est habité par ça, c'est sa vision, et il construit autour de lui l'entreprise qui lui va bien. Et il peut aller très loin. Je citais tout à l'heure Gore. Gore a 10 000 personnes. Et Gore a été créé par Al Gore
avec une toute petite équipe. Donc on peut aller loin, mais c'est d'origine. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que des entreprises installées peuvent, si elles le décident, et s'il y a le dirigeant, effectivement, qui s'en sent l'envie et la capacité, est-ce qu'il peut adopter ces modes de fonctionnement? Voilà, alors je vous remercie, Jacques Jochem, de ce discours plutôt enthousiaste. Je précise que vous faites référence à plusieurs auteurs qui semblent aller dans le même sens, et la bibliographie sera fournie en même temps que cette émission. Jacques Jochem, je vous remercie. Merci à vous.